Ravi de vous savoir nombreux et fidèles au programme de Lucas Dream Agency, comme vous le savez, sur le plateau de Derrière le Masque. Et pour vous, aujourd'hui, nous recevons un professeur Ndolambe Ngokwe. Je ne sais pas si j'ai massacré son nom, mais il est là. Il pourra vous donner plus d'informations concernant la prononciation de son nom. Bonjour, prof. Bonjour, madame. Quel a été l'objet de votre visite à Kinshasa? Je suis congolais, donc je reviens de temps en temps au pays, au moins une fois l'an. Revoir la famille, retrouver les amis. Ndolambe Ngokwe, c'est trop difficile à prononcer, ça vient d'où? Pourtant, vous le prononcez si bien, madame. En fait, c'est Ndolambe Ngokwe. Avant l'authenticité, je m'appelais Pierre-Edouard Ndolambe Ngokwe. Mais même après l'authenticité, j'ai préféré garder Ndolambe Ngokwe. C'était trop compliqué dans le système des Nations Unies de changer de nom. D'ailleurs, les gens ne comprendraient pas. Donc ça, c'est un nom du territoire d'Ilebo au Kasaï occidental. C'est à la frontière du Bandundu et Kasaï occidental. Et c'est quoi la signification qui se cache? Je sais que Ngokwe a à voir avec lion, mais je ne sais pas exactement le détail de ce nom-là. Quel est ce souvenir d'enfance qui vous reste tout le temps en esprit? Parmi les souvenirs d'enfance, je peux citer l'indépendance du pays. Parce que je me rappelle très bien que dans mon imaginaire d'enfant, je croyais en fait que l'indépendance, c'était quelque chose de physique qui arrivait et que nous allions voir. Parce qu'on disait, l'indépendance arrive, mais puis je me suis rendu compte que c'était juste un jour où les gens fêtaient et dansaient. Ça, c'est un souvenir que je garde très vif à l'esprit. Oui. Et c'est ça qui vous a poussé à entrer dans les Nations Unies? Pas directement, parce qu'en fait, je suis entré aux Nations Unies tout à fait par hasard. Moi, je viens plutôt du monde académique, je suis professeur d'université. Puis, quand en 1985, l'occasion m'a été donnée d'aller faire 2 années comme fonctionnaire international aux Nations Unies, j'ai accepté, étant bien clair que je n'y allais que pour 2 ans. Mais au bout de 2 ans, on m'a prolongé de 2 ans, et après 4 ans, on m'a prolongé encore de 2 ans. Voilà que mes 2 années initiales sont devenues 30 années. Waouh, c'est long. Oui, c'est toute une vie en fait. Au lieu de continuer à vous poser des questions concernant votre parcours, je vous laisse suivre l'élément qu'on a préparé qui retrace votre parcours et après on va se retrouver pour la suite. Merci. Ndolambe Ngokwe est docteur en sociologie et anthropologie de l'Université de Californie. Originaire de la province du Kasaï oriental, Ndolambe a 27 ans d'expérience en tant que professeur d'université et chercheur en Afrique, en Amérique latine, aux Antilles et aux États-Unis. Secrétaire général assistant aux Nations Unies et haut fonctionnaire international en coopération multilatérale, ces sociologues parlent 8 langues dont nous citons le français, l'anglais, le portugais, l'espagnol, les Chiluba, les Kikongo, les Lingala et les Swahili. Après son diplôme de licence en sociologie en 1960, Ndolambe Ngokwe fera 3 maîtrises en économie du développement, en anthropologie et en santé publique. Toutes ces études et maîtrises lui ouvrent le porte dans plusieurs universités du monde en tant que professeur et chercheur, entre autres professeur de sociologie, de relations internationales en RD Congo, professeur de sciences sociales à Côte d'Ivoire, professeur visiteur de sociologie et anthropologie au Belgique, professeur de politique sociale à Mozambique, professeur de santé politique en Guinée-Conakry, chercheur qualitatif en nutrition et soins de santé primaire, chercheur associé aux facultés de sciences agronomiques en Belgique, pour ne citer que cela. Outre l'enseignement, notre invité sur ces plateaux de Derrière le Masque a occupé des postes importants de par son cursus professionnel à l'UNICEF et à la PNUD. Enfin, le professeur Ndolambe Ngokwe a publié 2 livres, Le
chapitres de livres et articles qui sont disponibles pour vous. Des retours sur notre plateau de Derrière le masque. Professeur, après 30 ans d'expérience dans les Nations Unies, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'un pays soit émergent? Oui, ça c'est une question très complexe qui nous prendrait au moins toute une émission. En fait, une des leçons importantes que j'ai apprises au cours de ce parcours, c'est que le développement est possible. J'ai vu des pays se développer. Mais en même temps, que la régression est aussi possible, parce que j'ai vu des pays reculer. Un des pays que j'ai vu se développer, c'est le Cap-Vert. Quand je suis arrivé aux îles du Cap-Vert en 1985, c'était un des pays les plus pauvres du monde, avec un revenu par tête d'habitant de 175 $. En 2010, le Cap-Vert est sorti de la catégorie de pays pauvres, moins avancés. Il se trouve maintenant dans la catégorie de pays à revenus intermédiaires, avec un revenu par habitant de 4 180 $. Vous voyez, on est passé de 175 $ à 4 180. Ça montre que le développement est possible. Comment est-ce qu'ils l'ont fait? Moi, je pense que une des choses les plus importantes, c'est la stabilité du pays et la paix. Sans paix, on ne peut rien construire. Et dans l'instabilité, on peut tout détruire. La deuxième chose qui leur a permis d'avancer, c'est bien sûr un cadre économique stable. Les fondamentaux de la stabilité économique, il faut les avoir. Mais cela n'est pas du tout suffisant. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Puisqu'au-delà du cadre économique, il faut surtout une gouvernance économique et politique solide, il faut des institutions efficaces et il faut des hommes et des femmes engagés pour le développement de leur pays. Moi, je pense qu'il n'y a vraiment pas de recette miracle, mais qu'avec ce travail au quotidien et la participation de tous et une volonté politique réelle, on peut faire la différence. Alors, quelle est cette recette miracle pour gérer son temps? Vous étiez professeur en Mozambique, Brésil, Guinée, dans beaucoup de pays. C'est quoi la recette miracle pour gérer le temps? En fait, il n'y a pas de recette miracle. Oui, ce qui se passait, c'est que dans tous ces pays, ma tâche principale, c'était responsable des Nations Unies. J'étais soit représentant, soit chef de mission diplomatique, soit coordonnateur des Nations Unies, soit représentant spécial adjoint du secrétaire général, mais parallèlement, j'assurais des enseignements. Parce qu'un de mes directeurs de thèse à l'université de Los Angeles où j'ai étudié m'avait dit, quand j'entrais aux Nations Unies, que je commettais une grande erreur, que ma vocation était l'enseignement. Et que, puisque j'insistais quand même d'y aller, il faudrait que je continue à publier, à faire des recherches et à enseigner. Donc dans tous ces pays où j'ai travaillé, 9 pays au total, j'ai toujours enseigné dans des universités, mais je vous signale bénévolement. On ne pouvait pas me payer puisque je ne pouvais pas avoir de salaire. Wow. 30 ans entre plusieurs pays, quelle place occupe la famille? Ça, c'est un véritable défi. C'est un véritable défi parce que, je vous donne un exemple simple. J'étais représentant de l'UNICEF dans les 16 pays des Caraïbes. Guyane, Jamaïque, Suriname, Trinidad et Tobago, Barbade, Sainte-Lucie, etc. Ce sont des îles. Oui. J'ai passé 3 années là-bas. Mais au cours de ces 3 années, je n'ai jamais passé un mois entier chez moi à la maison. J'étais tout le temps entre 2 avions parce qu'il fallait sauter d'une île à l'autre. Donc, ce qui fait que le temps qu'on passe avec la famille est nécessairement réduit. Mon unique consolation a toujours été que le temps est peut-être réduit, mais la qualité du temps, il faut l'améliorer. Donc, j'essaie de mettre à profit le temps que je passe pour être avec la famille. Et on m'avait demandé la place de la famille dans tous ces déplacements. Il y a aussi la famille élargie. Le fait d'avoir passé tout ce temps à l'étranger, ne venant ici que pour 2 semaines, 3 semaines, et pas chaque année, parfois c'était tous les 2 ou 3 ans, cela a fait que j'ai parfois été éloigné de grands événements de ma famille ici au pays. Par exemple, j'ai perdu mon père et mon grand frère, alors que je n'étais pas là. Je suis arrivé 2 ou 3 jours après leur enterrement, donc c'est aussi un choc qui montre certains des aspects négatifs
de ce nomadisme de pays en pays. J'aimerais poser encore une question. On me fait signe pour les personnes qui ont témoigné sur vous. Et après, on va revenir pour savoir comment alors pistonner les gens. Ok. Professeur Ndolamba, il fut notre étudiant au campus universitaire de Lubumbashi. Et à cette époque-là, après avoir été notre étudiant, il est devenu notre assistant que nous avons encadré parce qu'à cette époque, on ne voulait même pas qu'il soit engagé parce que les quotas du Kasaï, qui était sa province d'origine, étaient déjà remplis. Mais je l'ai trouvé un étudiant excessivement brillant qui ne pouvait pas rater cette opportunité. Je l'ai appuyé à telle enseigne que même toute la première année, j'ai dû partager mon petit salaire de professeur avec lui pour qu'il tienne le coup. Et à la fin de l'année, il a été finalement engagé. Très grand miracle, je dirais, de ma part aussi. Et grande surprise qu'il a été engagé. Et il a été mécanisé et nommé assistant au sein de l'université libre. À ce moment-là, c'était l'université nationale du Zaïre à Lubumbashi. En tant qu'étudiant très serein, très assidu, très calme et très responsable, c'est une des raisons pour laquelle j'étais très content de le voir à mes côtés. Professeur Bokwei, que j'ai toujours appelé Pierre, c'est mon jeune frère. Il a toujours été un peu mon sac à dos, mon sac à main. On allait, on voyageait, on circulait souvent avec lui. C'est un garçon qui écoutait même quand il était tout petit. Il était très intelligent, il posait beaucoup de questions. Et il voulait savoir en fait ce qu'il ne comprenait pas. Nous, quand on était petits, on mangeait le foufou. Il aime le makayabou. Il aimait le makayabou, même jusqu'à aujourd'hui, il aime le makayabou, le pondo. J'ai une histoire, il devrait avoir 4 ans. Maman devrait le laver. Et il y avait une chanson chez nous qui disait que le 1955, c'était la souffrance. Alors quand on commençait à le laver là-bas, il avait 3 ans. Et on se rappelle toujours, même aujourd'hui, quand on veut toujours rire, qu'il commençait, dès qu'on le lavait là, il commençait à chanter. Il dit « Ah, 55 à Mawa ». Donc pour dire que vraiment, le fait de me laver là, c'est la souffrance, quoi. Donc c'était ça. C'est cette histoire-là qui est restée chez nous et tout ça. Je veux qu'il reste ce qu'il a toujours été. Il a été un monsieur qui entend, qui écoute. Et notre papa disait toujours que lui, c'était le sage de la famille parce qu'il écoutait, il pouvait résoudre les problèmes marqués qu'il était petit, quoi. Oui, je l'aime beaucoup. Et il sait. Le professeur Ndolam Gokwei, c'est un ami et c'est en même temps un membre de famille, dans ce sens que nos 2 femmes, nos 2 épouses sont des sœurs. Mais nous avons développé une grande amitié et une grande complicité entre nous 2. Parce que c'est quelqu'un que je connais depuis plus de 30 ans maintenant. Je vais peut-être commencer par le plus simple, ses qualités. C'est un très grand travailleur, c'est quelqu'un qui a fait une très longue carrière au niveau des Nations Unies. C'est un grand professeur, je crois que c'est en cette qualité-là que vous le connaissez. C'est un travailleur acharné qui va jusqu'au bout de ce qu'il fait. De ce côté-là, et sur le plan humain, c'est un ami fantastique, c'est un père fabuleux. Les souvenirs, ça continue. On se connaît depuis très très longtemps. On s'est vu pour la première fois à l'aéroport de Los Angeles il y a plus de 30 ans. On était encore tous très jeunes. On n'avait pas de cheveux blancs comme maintenant. Je rigole parce que un des souvenirs, c'est qu'un jour, il vient me dire « Je suis muté à la Barbade ». Et moi, de toute ma vie, je n'avais jamais su où situer la Barbade sur la carte. Il m'a regardé, il a éclaté de rire et on a rigolé comme des fous. Et il m'a demandé si j'avais une carte, je sortais la carte, il a commencé à m'enseigner où était la Barbade sur la carte. Quand on se rappelle de ça, on rigole encore jusqu'à aujourd'hui. Mais on a plein de souvenirs comme ça, des petites choses. C'est un perfectionniste.
Parce que je dirais même que c'est un jusqu'au boutiste. Quand il veut réussir quelque chose, rien ne l'arrête. Ce qui pose parfois des problèmes de disponibilité. Et nous, ses amis, on ne le voit pas. Quand il est plongé dans un travail, il est impossible de le revoir. Et ça, j'épinglerai ça comme un défaut parce que moi, j'aimerais le voir plus souvent et discuter plus souvent avec lui. Lever le pied. Parce qu'à son âge, je pense qu'il travaille encore un peu trop, à mon goût. Je sais qu'il va sourire quand il va entendre ça. Mais je dirais qu'il veut aller loin, ménage sa monture. Je pense qu'il a beaucoup donné et que pour le moment, si j'étais à sa place, je ferais la moitié de ce qu'il faisait avant. Ngokwe Ndolambe, c'est ça son nom. Je le connais dans notre tendre enfance. Parce que nos parents sont des frères, ce sont des amis. Et nous avons eu à passer quelques temps ensemble. Donc c'est Pierre-Édouard Ngokwe Ndolambe, il faut l'appeler Ndolambe aujourd'hui. C'est en fait, je dois dire, c'est mon frère et mon ami d'enfance, donc c'est mon cousin. À l'occasion, certainement des vacances, parce que mon papa était enseignant dans un village que nous partageons ensemble avec lui. Et la famille était venue, papa et maman. Et nous avons passé ensemble quelques moments parce que nous avions un grand frère, son frère aîné, Jean-Marie, et nous avions une grande sœur, sa grande sœur Jacqueline, et qui faisait que nous passions en fait la plupart du temps avec lui et Jean-Marie, notre grand frère. Et c'est à cette occasion principalement que j'ai à la découvrir. Il a une approche des choses suffisamment réaliste. Il apparaît suffisamment informé sur les choses de la vie. C'est pourquoi je dis il est sage, parce que très souvent, quand je l'observe depuis, c'est mon ami, mais parfois il vous donne l'impression d'avoir vécu avant vous toutes les choses de la vie que nous devons découvrir et connaître. C'est un homme calme, un homme serein. Nous sommes à trois, son frère aîné Jean-Marie, notre frère, notre grand frère, lui et moi. Comme tous les enfants, maman avait préparé, je crois que c'était un bon poulet là. Notre grand frère nous dit, on va manger ça. Il ouvre la marmite, il prend un morceau, il donne à chacun de nous. Notre grand frère, lui, commence. Dès qu'il nous a donné, lui, il commence à manger. Quelques minutes après, lui, Pierre-Édouard, il gardait ça, il n'a pas mis ça dans la bouche. On voit venir, en fait, la maman qui rentrait de la source où il a puiser de l'eau là. Alors, qu'est-ce que notre grand frère fait? Il prend ce que moi j'avais en main, ce que Pierre-Édouard avait, parce que Pierre ne mangeait pas, moi non plus je ne mangeais pas, parce que moi j'étais ami des personnes de l'homme là. Et je l'observais. Comme lui, il ne mangeait pas, moi, je ne mangeais pas. Alors que notre grand frère, lui, il était en train de manger. Et il nous a pris ça, il est parti. Et nous sommes restés, nous commencé à pleurer pour nous justifier, alors que ce n'était pas nous qui étions, en fait, responsables de ça. Tu vois, c'est des petites choses comme ça, en fait. Ça, c'est de notre enfance, là. Je ne sais pas, nous n'avions pas encore 10 ans à ce moment-là. Nous sommes de tout petits enfants. Et j'ai gardé ça. Un petit mot par rapport à ces images? Oui, c'est vraiment des témoignages très forts. C'est des témoignages très forts de personnes qui me sont très très chères. Et je crois qu'il y a un proverbe latin qui dit que on connaît mieux ses défauts et ses qualités qu'en le voyant avec les yeux de ceux qui vous connaissent. Donc ce qu'ils m'ont donné comme conseil me va droit au cœur. Le professeur Payanzo, l'histoire qu'il a racontée, à mon avis, illustre à merveille l'injustice parfois de certaines situations, mais aussi, en même temps, paradoxalement, la justice et la grandeur de l'être humain. Pour être assistant à l'université à l'époque, il fallait avoir 2 distinctions, puisqu'à l'époque, c'était 4 ans d'études. Donc si vous avez 2 distinctions, dont une en dernière année, on vous recrute comme assistant. Or, moi, j'avais eu 2 distinctions et 2 grandes distinctions. Donc, j'étais bien au-delà des critères, mais on ne m'a pas retenu, soi-disant parce que je suis kassaïen. Et qu'il y avait déjà trop de kassaïens. Voilà l'injustice de la chose. Mais la justice de la nature humaine, c'est que professeur Payanzo, dont je n'étais que l'étudiant,
a été révolté par cette injustice primaire et il a dit qu'il allait se battre pour que finalement on me recrute et cela s'est fait. Et je lui en suis toujours reconnaissant et je raconte toujours cette histoire pour dire qu'au-delà d'être un savant, c'est un très grand savant le professeur Payanzo, très simple, très humble, c'est aussi surtout un homme au grand cœur qui sait se battre pour ses convictions. Quant à ma sœur, que puis-je dire de ma sœur? C'est ma sœur, c'est l'unique sœur que j'ai. Et je dis toujours que c'est ma grande sœur à jamais. C'est en même temps une amie et une grande confidente. Mon beau-frère Tumbaka Longi, j'ai toujours dit que c'est le Congolais le mieux organisé. C'est un homme d'affaires, mais je ne connais pas beaucoup de Congolais comme lui. Il est très méthodique, très organisé dans tout ce qu'il fait, et en plus de cela, très religieux. Professeur, après ces diplômes, formations, expériences un peu partout dans le monde, qu'est-ce qui vous reste encore à réaliser comme rêve? Moi, je dirais que le meilleur est encore à venir. Le meilleur est à venir et je voudrais d'ailleurs citer la devise ou le slogan d'une agence très dynamique de communication qui dit de faire vivre ses rêves. Moi, je pense que j'ai déjà fait vivre une partie de mes rêves, mais j'ai encore beaucoup de rêves que je dois faire vivre. Quand j'ai quitté le Mozambique, le président Gebouza, à l'occasion d'une réception qu'il avait organisée pour moi, m'a demandé, mais Singokoy, qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez quitter le Mozambique et quitter les Nations Unies? Est-ce que vous n'allez pas travailler chez vous? Moi, je lui ai dit, oui, bien sûr, j'ai travaillé chez moi. Il dit, mais qu'est-ce que vous allez faire? Moi, j'ai dit, non, j'aimerais bien être un administrateur de territoire, quelque part, dans un district, une province, pour pouvoir appliquer toutes les théories et toute l'expérience que j'ai pratiquées dans d'autres pays et tous les conseils que je donnais aux chefs d'État ou au gouvernement ailleurs, que je puisse aussi les appliquer chez moi à très petite échelle. Donc voilà ce que je voudrais faire. Le développement communautaire et faire la différence dans la vie quotidienne des gens. Et vos aspirations pour le Congo? Mes aspirations pour le Congo, c'est que après des décennies de crise qui ont terni l'image du pays à l'étranger, ça il faut le dire, et qui ont même terni l'image des Congolais. Beaucoup de gens aujourd'hui ont une image plutôt négative du Congo et des Congolais. Après toute cette période, je crois qu'on doit reconnaître qu'il y a un renouveau, qu'il y a un vent nouveau qui souffle. Donc mon ambition, c'est que le Congo reste sur cette dynamique positive de paix, de stabilité, de reconstruction et surtout de bien-être social pour la majorité des Congolais et non pas pour une minorité. Nous passons à notre rubrique Lingua. Vous parlez plusieurs langues et je suis sûre que vous allez comprendre de quoi il s'agit comme proverbe. Oui, je devine, je peux lire? Oui, allez-y. Oui. Fo akaleke chunju mbaka yowokota kema. Je suppose que c'est le tétela, ou en tout cas une langue en amongo. Tétela, bravo. Oui, mais je ne pourrais pas traduire. Les quelques phrases tétela que je connais, c'est des phrases de comment allez-vous, manger du riz, etc. Alors, ce que vous venez de lire signifie le chien, en voulant s'avérer très instruit, fut mordu par le singe. Comme leçon, il faut être prudent malgré votre niveau d'instruction. Voilà un message de sagesse. Et je reconnais le mot singe ici, c'est kema, puisque c'est pratiquement le même mot dans plusieurs langues bantoues. C'est kema, le dernier mot, c'est singe. Vous pouvez garder si merci, vous voulez. merci, c'est un Observe message. votre histoire avec la musique. Ah. Oui, j'ai toujours aimé la musique, peut-être en partie parce que j'ai grandi dans la musique. Mon père, qui était enseignant, dirigeait en même temps la chorale à l'église catholique et j'entendais souvent ma mère chanter. Ce qui fait que quand j'étais au collège, pendant les 6 années d'internat, j'ai fait du piano. Et plus tard, quand j'étais au Cap-Vert,
Quand je rencontrais des ministres, ils vous parlent de musique. Vous rencontrez le ministre de la Justice, il vous parle de poésie. Le président de l'Assemblée nationale ouvre la session en chantant, et en chantant d'une belle voix. Donc au Cap-Vert, c'était vraiment un univers très culturel, très musical. C'est comme cela que j'ai appris la guitare au Cap-Vert. Et dans mes fonctions, j'ai souvent été amené à organiser des grands événements musicaux. Par exemple, je fais venir les Kassar 2 fois en Guinée, tout l'ensemble de l'orchestre. Et j'ai organisé une nuit de femmes d'Afrique aussi, avec 8 grandes chanteuses congolaises africaines, dont Tchalamoana d'ailleurs, Yondo Sister. Il y avait des Maliennes, il y avait des Ivoiriennes. Et la même chose au Mozambique. Donc, parce que je crois que la musique peut mieux faire passer de messages que de simples discours. Et donc, je suis de près aussi la musique congolaise. Et, oui. C'est quoi votre dernière publication? La toute dernière, je pense que c'est une publication sur la globalisation culturelle. Ça, c'est un thème qui me passionne davantage, puisque jusque-là, la globalisation a surtout été examinée sous l'angle économique. Donc, moi, je voudrais approfondir les aspects culturels. Et qui reste, selon vous, le plus grand écrivain africain? Si c'est dans le domaine de la littérature, et moi je dirais de personnes telles que Cheikh Hamidou Kane ou Senghor. Mais si je dois citer les intellectuels, la pensée critique d'aujourd'hui, je citerai des gens tels que le professeur Moudimbe ou des gens tels que Achille Mbembe, etc. Nous passons à notre rubrique Top 5. Je peux garder pour vous, si vous voulez. Merci. Alors, j'ai 5 questions à vous poser. Vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions. Donc, si vous pensez que cela ne vous concerne pas vraiment, vous pouvez me dire, passez, je vais prendre la question qui va suivre. Vrai ou faux, vos enfants sont américains? Oui. Vrai ou faux? Vrai. Vrai ou faux, c'est votre femme qui s'est donnée à 100% pour l'éducation de vos enfants? Faux. Puisque moi aussi. Vrai ou faux? C'est vrai. Non, je passe. Ok. Vrai ou faux, Prof Ndalam planifie son retour définitif en République démocratique du Congo? Vrai. Vrai ou faux, les codes sexuellement transmissibles n'est juste qu'une invention des étudiants? Je crois que Vrai c'est ou faux? faux. Vrai ou faux? Dans l'autre vie, vous serez un grand musicien? Faux. Ok. Là, vous pouvez commenter sur le vrai ou faux. Voilà. Pourquoi j'ai dit faux pour la question de l'éducation? Parce que, c'est tout simplement parce que si ma femme a eu un rôle majeur, je crois que ce rôle aurait été incomplet sans ma contribution. J'ai aussi beaucoup contribué. C'est ce qui fait que je suis très très proche de mes enfants d'ailleurs. Que je ne devrais plus appeler des enfants, puisque c'est aujourd'hui des femmes et des hommes responsables. Oui, ça reste des enfants. Oui, c'est vrai. Et vous avez quelque chose à ajouter avant de finir ces numéros? Oui, par rapport à être musicien après la mort, si je dis faux, c'est parce que je pourrais être et souhaiterais être beaucoup d'autres choses. Et pas seulement cela. Donc, c'était ça. Professeur, merci beaucoup d'avoir pris l'avion. Non seulement pour l'émission, oui, c'était pour une visite, mais aussi pour l'émission. Et coup de chapeau à vous pour votre parcours. Nous allons croire qu'avec le temps, nous aurons encore beaucoup de fonctionnaires des Nations Unies et d'autres organismes. À vous, merci de nous avoir suivis. C'était plus qu'un plaisir de partager ce temps avec vous. Je vous fixe rendez-vous très prochainement sur ce même canal et ce sera avec un autre invité, toujours sur ces décors derrière le masque. Someday, we the